Chaîne de télévision, nous ouvrons ce journal télévisé par une information qui fait la une depuis ce 24 octobre 2020. On parle de ce massacre dans la ville de Koumba, dans le département de la Mémé. Près de 6 élèves ont été abattus par des combattants séparatistes. Un assassinat qui n'a pas fait attendre la réaction de l'État du Cameroun par un communiqué rendu public par le ministre de la Communication qui revient sur les faits de ce samedi 24 octobre dans cette école, dans la localité de Koumba. On parle aussi de la réaction du gouvernement, mais surtout les objectifs sécuritaires pour éviter de nouveaux massacres dans cette partie du Cameroun dite zone anglophone. Reportage. Au moins 6 élèves âgés de 9 à 12 ans ont été tués et plusieurs blessés graves dans un massacre perpétré dans une école à Koumba, dans la région du sud-ouest Cameroun, ce samedi 24 octobre, selon le bilan communiqué dans la soirée par le Premier ministre camerounais Joseph Dione-Gouti. Le gouvernement de la République, par le biais de son porte-parole, ministre de la Communication René Emmanuel Sadi, a organisé un point de presse dans lequel il revient sur ce drame orchestré dans le département de la Mémé, région du sud-ouest Cameroun. Selon ce communiqué, un groupe de près d'une dizaine de terroristes munis d'armes de guerre et constituant un véritable commando a fait éruption à bord de 3 motocyclettes dans l'enceinte du complexe scolaire privé dénommé Modèle Franciscain International Bilingual Académique et a froidement ouvert le feu sur des élèves se trouvant dans les salles de classe. Le bilan fait 6 élèves assassinés, soit 5 filles et un garçon âgés de 9 et 12 ans et 13 blessés, soit 10 filles et 3 garçons. Informé de la survenance de cette tragédie, le président de la République, son Excellence Paul Biya, a instruit la prise en charge immédiate des blessés, lesquels ont été promptement évacués dans les établissements sanitaires appropriés de la ville de Koumba, Boye et Mutengeli. De même, les autorités administratives locales mobilisées de manière optimale ont veillé au transfert des dépouilles des victimes à la morgue de l'hôpital des districts de Koumba. Sur le plan sécuritaire, le ministre de la Communication René Emmanuel Sadi fait savoir que des unités spéciales de forces armées camerounaises ont entrepris la sécurisation de la ville de Koumba. Le gouvernement de la République, choqué et profondément indigné, condamne avec la dernière énergie les auteurs de ces actes odieux, lâches et abominables perpétrés contre des jeunes innocents. Fin de citation. Le gouvernement dans ce communiqué appelle la coopération active et sincère des pays amis où sont hébergés les commanditaires de cette rébellion armée ainsi qu'à celle des organisations internationales si attachées à la défense des droits de l'homme afin qu'ils aident à neutraliser et à consolider le processus de pacification des régions du nord et sud-est Cameroun. Par ailleurs, le MINCOM fait savoir que l'État du Cameroun refute catégoriquement les allégations mensongères ainsi que les subterfuges et autres manœuvres des dites bandes armées tendant à imputer sans scrupule aux forces de défense camerounaises et de sécurité ces atrocités perpétrées dans la ville de Koumba. Suite à cette situation tragique, le Premier ministre Joseph Dione-Gouti, chef du gouvernement, sur haute instruction du président de la République, a décidé de l'envoi d'une délégation interministérielle à Koumba pour témoigner aux familles éprouvées le réconfort, la solidarité et le soutien du gouvernement de la République et de l'ensemble du peuple camerounais. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense a instruit aussi en liaison avec les autres services concernés de diligenter une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de cette attaque et de rechercher activement les coupables afin qu'ils répondent de leurs actes devant la justice camerounaise. Et en attendant les résolutions de l'enquête qui a été ouverte, il faudrait préciser que le préfet de la Mémé a pris des nouvelles dispositions pour tous les établissements scolaires qui n'ont pas encore été enregistrés. Il a parlé à tous ces propriétaires dirigeants de ces établissements scolaires non enregistrés privés de se rapprocher des autorités sécuritaires pour leur prévention, mais surtout la sécurité. Et on s'intéresse à autre chose, cette fois-ci de route, avec les populations du Mélon dans le département du Mongo qui ont une bonne nouvelle. Il s'agit de la réhabilitation de la route numéro 1 reliant l'entrée principale au commissariat et camp fonctionnaire qui a été livré pour le bonheur des usagers. On parle bien sûr de ce tronçon routier qui a été réhabilité par le maire de Melon pour améliorer les conditions de vie des populations. Les précisions de Jean Jamayena et Château Nvalo. Ça circule désormais aisément sur le tronçon routier entre le commissariat spécial et le lieu dit camp fonctionnaire à Mélon, dans le département du Mongo. Autrefois impraticable, tout un capharnaüm avec des nids de poules, des crevasses et autres bourbiers qui dictaient la loi en grammaire. Cet axe routier du quartier 1 fait dorénavant la fierté des populations de Mélon. Tout ce qui n'est pas bitumé doit, n'est-ce pas, être un obstacle en termes de circulation. Et ce n'est pas la boue,
c'est pas de la boue, c'est de la poussière. Donc aujourd'hui, on n'aura plus de problème de saison. En toute saison, on pourra entrer au quartier sans difficulté. Je vous remercie beaucoup et je remercie beaucoup monsieur le maire parce que depuis que ces travaux sont là, c'est l'enthousiasme pour tout le quartier. Tout à l'heure, vous avez demandé pour l'entretien. Je commence par l'entretien. Nous, on s'est résolu désormais pour aucune rigole, même nous-mêmes, avec la main là, on va essayer de trouver des rigoles pour que cette roue nous reste pour longtemps, parce que ça nous apporte un plus. Un relooking de la voirie urbaine, œuvre de l'exécutif communal de Mélon, qui s'inscrit dans le cadre des objectifs dévolus aux collectivités territoriales décentralisées, notamment l'amélioration du cadre de vie des populations. Avant mon intégration dans ce quartier, même le vélo ne passait pas là où nous y sommes. Nous avions, au fur et à mesure que les années passent, travaillé cette route et pour éradiquer complètement la boue, pour sortir ces mamans de la misère. On a essayé, les enfants, on les a formés à faire ce que vous voyez là. Moi j'appelle même miracle parce que si on dit aux experts que c'est les enfants du quartier qui ont fait des melons, qui ont fait ce goudron, personne ne va croire. Mais la réalité est là, l'œil est là pour apprécier la qualité du travail. Parce que je vous assure que si les engins ne m'appartenaient pas, c'est impossible de faire c'est pas le gravillonnage. Hein? Ça c'est le vrai bitume et c'est du vrai bitume. Et c'est où je pense que nous devions aussi soutenir l'État. Et là où la route passe, le développement suit. La maxime, bien connue, trouve tout son pesant d'or le long du dit tronçon. Il y a une dame déjà qui a fait son végétariat là-bas et ça marche. Ça veut dire que cette route a déjà apporté plus d'un emploi dans ce quartier. Ce qui passe. Il y a beaucoup de choses qui se passent ici, que ce soit dans le développement commercial, à l'école, et tout. Et c'est là où nous remercions depuis le maire, que Dieu le bénisse. Étalé sur un linéaire de 610 mètres, cet axe routier est une belle illustration du développement local. Un véritable ouf de soulagement des populations de Mélon. Et parlons toujours des infrastructures routières. Rendons-nous cette fois-ci dans la ville d'Edéa, située dans le département de la Sanaga-Maritime, où les populations sont aux abois et dénoncent un manque criard de routes, mais aussi le mauvais état de celle-ci à travers l'arrondissement d'Edéa premier principalement. Et le maire de cette circonscription administrative parle d'une lenteur administrative. Les précisions du compte rendu de Jean Gemayena et Jean Blestonnier. Les axes routiers Carrefour Jamaïque, plateau administratif, ancien camp fonctionnaire, le rond-point parquet, Carrefour École du Centre et la route partant du lieu dit ancien Cabanon, Carrefour Pongo Fin-Goudron, jusqu'à Béon, une petite bourgade léchée dans l'arrondissement d'Edéa premier, sont de belles illustrations qui le démontrent à suffisance. La ville d'Edéa, dans le chef-lieu du département de la Sanaga-Maritime, a véritablement maille à partir avec ses infrastructures routières. Les routes sont en très mauvais état. Bon, il est vrai, nous sommes en saison pluvieuse. On attend beaucoup du maire d'Edéa premier. Il essaie de faire quelque chose, parce que la population souffre énormément. Les routes sont désenclavées. Nous préférons de revenir aux années 60 avec les blancs que de rester ici avec la situation actuelle, les gouvernants qui ne font rien. Pas le fondement. Oui, je pense que les routes d'Edéa, pour moi, ça fait une honte parce que Edéa, étant donné que c'est une petite ville et qui produit vraiment de l'argent où on n'arrive pas à arranger les routes. Et même
quand il faut arranger, ils ne font pas du sérieux. Ils font du n'importe quoi. Des populations, singulièrement celles des DEA premiers, ne se souviennent même plus de la dernière année où une couche de goudron est passée sur l'une des artères de la ville. Quand il restait, comme dire, quand j'étais petite à l'époque, ici là partout c'était goudronné, les lampadaires partout. Maintenant, moi j'ai envie de fuir aider, mais je ne sais pas comment faire. Aider, ça ne vaut pas la peine, papa. Aider est pourri. Pourri, c'est le mot. Pas de route, il n'y a même pas de route. À part la scène, quand tu quittes Douala, aider comme ça. Alors que rien. Je te dis que c'est mauvais. C'est impraticable, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine, c'est grave. Mais on veut tous les jours, on veut tous les jours. Une situation alarmante d'ensemble maîtrisé de maire des DEA premiers qui évoque les écueils de ces 100 jours à la tête de l'exécutif communal. Il y a eu le chômage, au moins la jeunesse, qu'est-ce qu'on en fait? Il y a eu les réalisations, il y a eu la sécurité, il y a eu beaucoup de sujets qui ont été abordés. Naturellement, parlant de la jeunesse, j'ai ouvert un guichet ici, et emploi jeune. Donc c'est ouvert que les gens viennent s'inscrire. C'est gratuit. Et concernant les infrastructures, nous avons décidé, nous avons jeté de faire les routes qui partent du goudron vers les quartiers, de les faire en série définitive. Décidément, au-delà du manque de l'énergie électrique, paradoxalement, dans une ville dite lumière, et un manque d'eau, de routes et que sais-je encore. Et puis préparatif du CHAN et de la Coupe d'Afrique des Nations 2020 au Cameroun, le ministre en charge des Transports, Galeb Ibéré, a procédé à la visite du matériel de modernisation et à la pointe de la technologie au sein de l'aéroport international de Douala. Il a profité de cette visite pour réceptionner aussi le matériel visant à rehausser le blason de cet aéroport international de Douala. Les précisions de Frédéric Moutomé dans ce reportage. En moins de 3 mois du championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2021, l'aéroport international de Douala est loin de répondre aux normes internationales. La plateforme aéroportuaire, qui est l'un des points d'accès du Cameroun, présente plutôt un visage qui laisse à désirer. Des équipements vétustes qui prêtent à confusion et qui ne rassurent pas au niveau international. Fort de ces postulats, le gouvernement de la République a pris ses responsabilités face aux échéances à venir et à l'occasion du matériel flambant neuf a été acquis pour ainsi renforcer la capacité en équipement, mais également en gestion de cette plateforme aéroportuaire. Nos opérations pour toutes les compagnies, nous avons un objectif, c'est de revenir à la capacité qu'on avait auparavant. Nous avons un intérêt commun, c'est d'offrir à nos clients, notre clientèle camerounaise, des services vraiment de qualité. Et pour ça, nous avons besoin évidemment d'un équipement de pistes de qualité. Et c'est ce que je vois aujourd'hui. Le nouveau matériel acquis a d'ailleurs été présenté au grand public par Jean-Ernest Galeb Ibéré Masséna, le ministre des Transports, autorité de tutelle. C'est ce qui vient confirmer l'instruction qui nous a été donnée par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, de mettre en place un programme de modernisation de nos places aéroportuaires. Ceci nous touche particulièrement, nous en sommes heureux pour le gouvernement, pour notre pays, qui, vous le savez certainement, est à moins de 3 mois de la réception de 2 grandes compétitions sportives, 2021 et 2022. Une acquisition comme celle-là donne plus de visibilité et montre le leadership de notre pays en termes de matériel de dernière génération. Et nous sommes vraiment heureux de cette acquisition. Par ailleurs, l'aéroport international de Douala est appelé à devenir une plateforme d'éclatement du fret aérien et l'acquisition du nouveau matériel de chargement vient lui donner un souffle nouveau. Le matériel a des particularités d'être déjà un matériel hyper moderne
au regard de sa capacité à pouvoir accélérer le temps de traitement des aéronefs. Nous pouvons faire un traitement simultané et à garantir la ponctualité de ces vols. Précisons que ce nouveau matériel ainsi acquis rentre dans le vaste projet de modernisation de l'aéroport international de Douala, lancé en 2016 à travers sa première phase, qui a porté sur la réhabilitation des chaussées aéronautiques. La deuxième phase concernant la reconfiguration et la rénovation du terminal passager, quant à elle, a débuté en juin 2020 à travers un appel d'offres international restreint, et les travaux à proprement parler d'une durée de 24 mois sont prévus débuter au premier semestre de l'année 2021. Lutte contre le désordre urbain, l'exécutif municipal de l'arrondissement de Douala 3e frappe le poing sur la table accompagné des autorités administratives. Et comme on va le présenter le reportage qui suit, vous verrez l'installation anarchique des commerçants sur la chaussée au niveau de Niala et même sur les rails. Voici un reportage que nous proposent nos reporters Jean-Jamal Guéma et Patrice Foucault qui sont descendus sur le terrain. Ici, l'exception est devenue la règle. Et la règle, l'exception, au marché Niala-Château, dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. C'est à même le sol, sur la chaussée, les trottoirs et même sur le terre-plein que les commerçants exercent leurs activités. Si même nous occupons cet espace, ce n'est pas à notre gré. C'est parce que vraiment nous ne savons pas là où aller. Vous regardez d'autres marchés partout à Mokolo, le Dakar, Ndokoti, comment ça se passe. L'État camerounais ne travaille pas comme il faut. Moi je parle en tant que représentant de fripier d'ici, Château Niala. Je suis au moins à 7 ans. Donc si vous voyez, nous nous retrouvons là, même si on nous chasse dans ce couloir, nous allons nous retrouver dans les abords. On va faire la même chose, comme dans d'autres marchés. Ce qui est là est que nous en sommes conscients, mais nous allons faire comment? On se débrouille comme ça, nous avons les grands enfants qui ont même la licence, qui ont le doctorat, mais ils ne font rien. Nous allons faire comment? Le matin, il faut que l'enfant te demande le beignet, il faut qu'il mange. Et pourtant, c'est l'enfant qui allait te nourrir maintenant, mais c'est toi qui continues à nourrir l'enfant. Hein? Nous en sommes conscients que vraiment l'endroit que nous sommes, c'est exposé. Mais nous allons faire comment? C'est ici au moins qu'on trouve notre pain quotidien. Dans notre pays, on ne pense pas au bas peuple. Il y a d'abord ça qui fait problème. Le gouvernement de ce pays n'a jamais pensé à celui qui est au fond du village là-bas, on ne veut pas savoir comment il vit. Si nous nous retrouvons aujourd'hui, c'est parce que le gouvernement s'en fout de la jeunesse. Mais dans leur débat politique, ils parlent toujours de la jeunesse. Quand nous parlons, par exemple, de marché, on va nous enlever ici. C'est bien beau. Mais le plan d'accompagnement, c'est quoi? Les mesures d'accompagnement, c'est quoi? Oui, nous-mêmes, nous voulons quitter, nous voulons qu'il y ait le développement. Mais comment? En nous brutalisant, en nous chassant comme des étrangers, il faut créer des marchés. Nous introduire là-bas, dans ces marchés, nous prélever, ne serait-ce que 100 francs par jour. À cheval entre le rail et la nationale numéro 3, axe lourd, Douala-Yaoundé, ces commerçants du marché Niala-Château sont conscients du danger permanent au quotidien, au regard du trafic de plus en plus dense sur ce tronçon routier. Parce qu'il y a les voitures, il y a les grenades qui passent ici, là, il y a même les accidents. Nous avons peur, mais maintenant alors, nous sommes pour se débrouiller. Si on passe à la maison, on va manger, nous avons les enfants, nous sommes les mères de famille, nous avons les enfants à l'école. Continuez-nous au marché, là vous allez nous envoyer, là c'est normal. Si on vous envoie à la maison, on va faire comment? Oui, c'est vraiment dangereux de notre côté. Mais pour le moment, on n'a pas de marché. C'est pour cela que nous sommes ici. C'est manque où aller. Il faut qu'on nous envoie le marché là où on doit aller. Nous-mêmes, nous ne sommes pas fiers d'être ici. Nous ne sommes pas fiers. Nous reconnaissons que nous sommes là, c'est tellement dangereux. Mais nous sommes des parents. Les hommes mariés avec des enfants. Moi, quand vous voyez, j'ai 3 enfants. Si je ne fais pas comme ça, je vais faire comment? Oui, c'est très dangereux, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Parmi nous, il y a ceux qui n'ont pas de capital. Mais ils veulent vivre. Ils veulent vivre. Ils ont des familles à nourrir.
Longtemps sur la table du maire de la commune de Douala 3e, le projet de délocalisation de ce marché pour un autre site se destine progressivement sur le terrain, d'où les travaux d'aménagement routier qui sont en cours depuis quelques mois le long du quartier Japoma. Notre premier objectif, c'était de remettre la propriété sur la route qui dessert notre village du début à la fin. Donc vous avez l'axe Japoma qui part du marché de Japoma jusqu'au pied de la chaufferie supérieure du canton Bakoko. Donc le premier objectif, c'était de curer le caniveau, de faire la propriété sur les bords de notre route. Vivement, cette délocalisation du marché Niala-Château pour enfin tourner la page du sang sur cet axe routier accidentogène. Un vent nouveau et de modernité souffle sur la passation des marchés publics au Cameroun et la digitalisation de ce secteur d'activité vient apporter une véritable bouffée d'oxygène dans un contexte où un secteur très souvent controversé, la passation des marchés publics en ligne, comment ça se passe et qui sont les bénéficiaires. Tentative de réponse dans ce reportage que nous proposent nos reporters Patrick Gagnon et Patrice Foucault dans ce reportage. Le système de passation des marchés publics au Cameroun se fera désormais en ligne. Il s'agit donc de passer effectivement à un autre jalon qui consiste justement à utiliser l'outil informatique, le digital, dans le cadre de la passation des marchés publics. C'est quoi le premier résultat? Les premiers résultats, comme on l'a dit, sont assez légers. C'est vrai que ça n'a pas encore attiré la foule, comme nous aurions souhaité. Et c'est tout ça l'intérêt justement de notre descente ici à Douala, où nous sommes venus effectivement sensibiliser. C'est des acteurs pilotes. J'insiste sur le fait que nous sommes encore dans une expérimentation, une phase de pilote, pour que ceux-là justement commencent à s'approprier l'outil informatique, l'outil COLEPS, qui est le de passation de marchés en ligne. Ce nouveau système a visiblement un impact sur la passation des marchés publics au Cameroun, même si l'on observe quelques appréhensions. Les autres ont toujours la peur de l'inconnu, mais je pense que toute réforme ici se doit d'emprunter une démarche tout à fait pédagogique pour que les peurs et les certitudes puissent justement être, assez éprouvées et que les uns et les autres se sentent tout à fait sereins par rapport à la nouvelle méthodologie que nous voulions pouvoir leur imposer. Ce processus de digitalisation n'annule pas le système classique existant, mais vient plutôt en ajout pour une bonne fiabilité de passation des marchés. Le système de passation des marchés en ligne n'est pas un système qui viendra remplacer le système classique en réalité. Nous passons, comme je l'ai dit, à un palier supérieur qui lui-même fait partie de la vague, de la dynamique d'ensemble sur le plan mondial qui nous dit qu'en réalité, comme on utilise de plus en plus la digitalisation dans le cadre de la passation des marchés publics. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre avec cette option de passation de marché en ligne. Elle lutte contre la riposte à la pandémie coronavirus dans le but de réajuster la stratégie de riposte contre cette maladie. Le ministre de la Santé publique, le Dr Malaouda Malachi et ses partenaires ont mis sur pied une campagne dans les 10 régions du Cameroun pour évaluer et estimer la séroprévalence des anticorps dans le corps des personnes infectées. Et la ville de Bafoussam, située dans la région de l'Ouest Cameroun, a accueilli une délégation de cette campagne dans la salle de conférence de cette délégation de ce département ministériel. Les précisions de Patrick Gagnon et Yabel Kwabo depuis la région de l'Ouest Cameroun. La région de l'Ouest Cameroun enregistre à ce jour un total de 1354 cas positifs au coronavirus, parmi lesquels 1275 guérisons, 14 cas actifs et 66 décès, soit un taux de guérison de près de 95% et un taux de létalité de 2%. De l'avis des professionnels de la santé, les patients présentent plusieurs cas de figure. Et cette enquête de séroprévalence des anticorps anti-Covid-19, c'est pour permettre de voir le niveau d'abord de contamination de population. Et ça c'est un. De savoir ensuite si des personnes, parce que vous savez que le Covid n'étant pas toujours bien connu, s'il y a des personnes qui présentent des anticorps même, qui sont résistants à ce gène. Donc c'est pour ça que cette enquête est très importante
va s'effectuer, comme vous l'avez précisé, de manière hasardeuse. On va choisir des gens au hasard, mais dans des cibles, et il faudrait que ce soit représentatif. Pour qu'on voit, en fonction des tranches d'âge, de type d'activité, des personnes, des lieux de localisation de ces personnes-là, toutes ces personnes qui ont été en contact avec ce virus. Il est donc question pour le ministre de la Santé publique et ses partenaires au développement, à travers une enquête, d'estimer la séroprévalence du coronavirus chez l'enfant et l'adulte. Et il y aura des enquêteurs et les mobilisateurs communautaires qui vont approcher les populations et les expliquer l'importance de cette enquête. Et ils vont être dirigés vers le centre où ils seront questionnés après l'obtention de leur consentement. Et après cela, on va prélever une petite quantité de sang. Les données collectées seront transmises au niveau central pour compilation avec celles des autres régions afin de connaître les statistiques fiables du taux de prévalence de la maladie au Cameroun. L'Organisation mondiale de la santé accorde une importance particulière à cette enquête qui lui permettra de mieux comprendre le comportement du coronavirus. Et dans cette page internationale, l'ambassade de France en Turquie rappelée après une nouvelle attaque du président Erdogan. France 24. Alors qu'Emmanuel Macron a déclaré la guerre contre ce qu'il nomme le séparatisme islamiste en France, le président turc lui a lancé une nouvelle attaque cinglante en réponse ce samedi lors d'un congrès régional de son parti. Zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. İnanç hürriyetinden, inanç özgürlüğünden anlamayan ve kendi ülkesinde yaşayan milyonlarca farklı inanç mensubu insanlara bu şekilde davranan bir devlet başkanına başka ne denilebilir? L'Élysée a mis moins d'une heure à répondre aux propos de Recep Tayyip Erdogan. Les propos du président Erdogan sont inacceptables. L'outrage et la grossièreté ne sont pas une méthode. L'exécutif français pointe aussi l'absence de condoléances de la part du président turc après la décapitation du professeur Samuel Paty à l'extérieur d'un collège la semaine dernière en banlieue parisienne. Mais la Turquie n'est pas la seule à passer à l'offensive contre la France. Les appels au boycott se sont multipliés dans plusieurs pays du Moyen-Orient alors qu'Emmanuel Macron a promis lors de la cérémonie d'hommage à Samuel Paty de ne pas renoncer aux caricatures du prophète Mahomet, une pratique strictement interdite par l'islam. Parmi les États qui ont rejoint la fronde, la Jordanie, l'Iran, mais aussi le Qatar. Certains magasins qataris ont décidé de retirer les produits français des rayons, comme au Koweït, où près de 430 agences de voyage ont également suspendu les réservations de vol vers la France. Et c'est la fin de ce journal télévisé sur votre chaîne de télévision. Retrouvez l'actualité ce lundi dans le cadre de votre émission matinale Cocoricory à 7h55. À 13h, le journal de la mi-journée présenté par Zobel Apollinaire. Bon, au 19h45, le grand format de l'édition présenté par Marie-Praxet Toulouse. Ce jour, c'est de passer une excellente soirée à l'écoute de nos programmes qui se poursuivent. Au revoir à tous.